Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Que faut-il penser du label Ecobalise mis en place pour alerter sur les ravages de l'ultra fast fashion? C'est la question de notre Zoom aujourd'hui avec Christophe Girardier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le patron, le PDG de Glimpact, start-up que vous avez fondée en 2017, c'est ça? On la présente en quelques mots avant de rentrer dans le détail d'Ecobalise. Glimpact, que j'ai cofondé avec Michael Homs, nous sommes deux cofondateurs, est une entreprise qui aide les entreprises et les citoyens à comprendre l'impact environnemental global de leur activité. Donc pour un citoyen, c'est ses comportements de consommation, et pour une entreprise, son activité. Et pas simplement mesurer leur impact, mais surtout les aider à le réduire. Et alors la spécificité de Glimpact, c'est que nous sommes à l'origine d'une technologie qui s'appelle Glimpact, qui est la première à avoir modélisé la nouvelle doctrine scientifique de l'Union européenne, qui définit l'empreinte environnementale non pas simplement à travers l'empreinte carbone, mais à travers les 16 catégories d'impact de l'activité humaine sur la planète. C'est-à-dire qu'on ne parle que du climat, mais la crise environnementale n'est pas que climatique, elle est systémique. Voilà ce qu'on a fait. Très bien. Alors, évaluer l'impact environnemental des produits, des organisations, on l'a bien compris, c'est votre métier depuis 7 ans. Et vous êtes donc critique sur le label Ecobalise, lancé officiellement par le ministère de la Transition écologique en avril dernier pour... On va simplifier, traquer l'ultra fast fashion. Pourquoi êtes-vous dubitatif, et encore le mot est peut-être un peu faible? Alors d'abord, il faut dire que l'initiative Ecobalise, qui est donc l'affichage environnemental, qui est en fait, enfin, l'application de l'article 2 de la loi Climat et Résilience, qui, je le rappelle, a été votée en 2021 et qui n'a toujours pas de décret d'application. Donc, le principe même de l'affichage environnemental des vêtements ou même des produits alimentaires, ça, c'est évidemment une bonne chose. D'ailleurs, rappelez-vous que l'affichage environnemental date du Grenelle de l'environnement. Sarkozy, d'accord? Donc, 2008. Et on n'a toujours rien. Bon. 2007 même. Donc le principe, parfait. Le problème, c'est la méthode qui préside à l'affichage environnemental. Rappelons pour ceux qui nous regardent, l'affichage environnemental, c'est la possibilité pour les consommateurs d'avoir une note environnementale qui leur permet, en plus des autres critères, le prix et autres, de choisir leurs vêtements ou produits alimentaires en fonction de l'impact environnemental. Et donc, là où ça devient critiquable, c'est que l'Union européenne travaille sur cette approche d'affichage environnemental depuis 10 ans. 10 ans. Et ce qu'on appelle le PEF, c'est ça, le système, c'est le système européen de performance environnementale des produits. Voilà, des produits et des organisations. Et tous les produits, ça marche pour le textile ou autre. Donc le PEF, c'est une méthode, ça s'appelle le Product Environmental Footprint, qui répond à deux questions. Un, qu'est-ce que c'est que l'empreinte environnementale? Comment on la définit? Et deux, comment on la mesure? Cette immense initiative de l'Union européenne, qui a débuté en 2015, a donné lieu, avec la participation de tous les États membres, dont la France, et d'experts, j'ai eu la chance d'en faire partie, où cette initiative, qui s'appelle Single Market for Green Product, a permis d'aboutir à cette méthode. Et au départ, cette méthode était une recommandation de l'Union européenne pour dire à toutes les entreprises mondiales, et en particulier européennes, si vous voulez mesurer l'empreinte environnementale, il ne faut pas vous limiter aux émissions de gaz à effet de serre, il faut regarder l'ensemble des 16 catégories d'impact, la biodiversité, les ressources fossiles et autres. Donc, ça a été la première étape de l'Union européenne. Deuxième étape, dans le cadre du Green Deal, l'Europe a voulu légiférer. Et elle a pris deux mesures, je ne rentre pas dans le détail, puisqu'elles sont récentes. Une, en 2023, que toutes les entreprises connaissent, c'est la directive CSRD, relative à le reporting extra-financier. Donc, comment on fait son reporting extra-financier qui est en vigueur. Et puis le deuxième, qui est moins connu, et dont la presse a peu parlé d'ailleurs, qui est le SPR, c'est-à-dire le nouveau règlement pour l'éco-conception des produits. Ce règlement a été voté au mois d'avril et adopté au mois de juillet. Et pour terminer sur l'Ecobalise, la méthode d'Ecobalise ignore les règles. Alors justement, j'allais y venir, parce que donc c'est une règle européenne maintenant. Donc, et vous nous dites que l'écobalise déroge à cette règle européenne. Pourtant, en préparant l'émission, je vois que l'ADEME fait référence à ce fameux PEF, à ce système européen, quand elle promeut l'écobalise. Alors, je ne comprends plus. Et vous avez raison, et c'est bien tout le problème, c'est que, alors d'abord, le règlement sur le nouveau règlement sur l'écobalise
l'éco-conception des produits, il est en vigueur depuis le 18 juillet. Hein. Donc c'est pas une directive, c'est une législation, et pour ceux qui nous regardent, une législation est une loi qui s'impose à tous les États membres. Et donc l'ADEME et le gouvernement, enfin l'ex-gouvernement, puisqu'on ne peut plus parler de gouvernement démissionnaire, il va y en avoir un nouveau, a expliqué qu'elle s'appuyait sur cette méthode. Pour créer Ecobalise. Pour créer Ecobalise. Sauf que elle explique au même moment que ce référentiel n'étant pas à leur goût, ils partent de cette méthode européenne pour y ajouter d'autres critères. Et donc, in fine, c'est ça ce que je conteste, c'est que in fine, le score Ecobalise ne ressemble en rien à la méthode originelle. Ok, juste pour se placer de mon point de vue de consommateur, en fait, pourquoi ce label Ecobalise éventuellement va me tromper? C'est-à-dire qu'il y a des lobbies qui sont rentrés en jeu, il y a des critères qui ont été poussés plus que d'autres. Pourquoi il ne fonctionne pas? On peut le dire, et c'est exactement ce que l'Europe veut éviter. L'Europe s'est dit, imaginez que chaque pays invente son éco-score, c'est ce que fait la France. Ouais. Vous imaginez votre veste notée avec un score en France, et la même veste notée avec un autre score en Allemagne, en Italie. Ça n'a absolument aucun sens. L'ESPR détermine une règle commune et délègue à la Commission européenne le soin de définir la règle scientifique qui préside au calcul du score. Ouais. Voilà. Et donc, pour le consommateur, le fait d'avoir... on peut dire que l'éco-score Ecobalise est un éco-score particulier et qui n'est pas celui... Donc Mais est-ce qu'il est moins disant ? Est-ce qu'il est moins exigeant? Alors, oui. Oui, sur certains critères, non sur d'autres. C'est ça le problème, c'est qu'en gros, les ajouts de la méthode Ecobalise française vont multiplier d'un rapport 2 à 3, dans un sens comme dans un autre, le score. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est tout l'intérêt de suivre une règle commune et scientifique. L'Ecobalise rajoute des indicateurs, par exemple, qui prennent en compte des indicateurs de type durabilité qu'on appelle émotionnel ou extra-physique, si je puis dire, qui vont déterminer un indicateur qui va s'appliquer au score, mais qui n'ont plus trait aux produits, mais aux pratiques commerciales de l'entreprise. Ça, c'est un exemple. Et rien que ces indicateurs complémentaires vont évidemment complètement caricaturer le score. Oui, je comprends. Mais dans ce qui devrait faire, ou ce qui fait une partie de ce score, ou dans ce qui fait le règlement européen, il y a des données qui sont pas contestables. C'est quoi? C'est la quantité d'eau, c'est l'électricité, quel mix énergétique? Qu'est-ce qui rentre ou qu'est-ce qui doit rentrer dans un bon label? Voilà. Alors, en fait, ma question. Les 16 catégories d'impact définies par la méthode européenne. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. Donc évidemment, les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des ressources en eau, très important pour l'industrie textile. Alors justement, c'est une excellente occasion de vous dire les différences. Sur cet indicateur, la Commission définit une méthode de caractérisation des ressources en eau que la France va changer. Et alors c'est grave, je vous donne un exemple. Dans la méthode européenne, on prend en compte non seulement l'usage que vous faites de l'eau, si vous la rajoutez dans sa milieu naturel, on en tient compte, mais surtout on va tenir compte de ce qu'on appelle le stress hydrique. En gros, pour vos téléspectateurs, 1 mètre cube d'eau prélevé en France n'a pas du tout le même impact qu'un mètre cube d'eau prélevé en Italie, par exemple. Évidemment, là où les ressources sont rares, la même quantité d'eau est beaucoup plus impactante pour l'environnement. Eh bien, cette logique-là n'est plus prise en compte. La France décide, je vais retirer cet indicateur et je vais le calculer différemment. Mais le plus stressant, c'est pour répondre à votre question, les 16 indicateurs, il y a des indicateurs sur la toxicité humaine, ou sur l'écotoxicité, c'est-à-dire la toxicité dans les sols, les rivières, les océans et dans l'atmosphère. La méthode Ecobalise supprime trois de ces indicateurs pour les remplacer par un indicateur qui n'a plus rien à voir avec l'origine. Donc ça, le principe de modifier ça, ça veut dire ne plus s'inscrire dans le cadre européen. Qu'est-ce que vous attendez du futur nouveau gouvernement? Très simplement, l'Europe a défini le cadre. Donc la méthode générique, la méthode EF, et elle précise sa déclinaison par catégorie de produits. Elle a pris le soin, la Commission européenne, avant de voir ce règlement adopté par l'Union européenne, de définir un référentiel pour le textile. Il existe depuis presque 1 an. Et nous demandons au gouvernement, tout simplement, d'être le premier État à appliquer ce référentiel, qui sera de toute façon le référentiel qui s'imposera à tous les États. Et c'est la façon... quelle belle façon pour ce gouvernement, M. Barnier, un Européen convaincu, on ne peut pas contester l'engagement européen de M. le Premier ministre, eh bien, il pourrait être le premier
à appliquer cette méthode, puisque la France est la première à avoir mis dans sa loi l'affichage environnemental. Et bien maintenant, l'affichage environnemental, c'est le nouveau règlement sur l'éco-conception. Et il faut que la France comprenne qu'elle ne peut pas transgresser un règlement européen. Ce qu'elle fait aujourd'hui avec Ecobalise. C'est-à-dire que si on garde Ecobalise tel qu'il existe aujourd'hui, la France est en faute par rapport au règlement européen. Je vais même aller plus loin. L'ex-ministre nous a présenté au mois de juillet des projets de décrets d'application, et je lui ai dit, ces décrets d'application, pour nous, sont privés de base légale en présence de l'adoption du nouveau règlement sur l'éco-conception. Donc avec une perspective de conflit, de procédure judiciaire qui pourrait se développer. Je vais vous donner un exemple. Si ça bouge pas. C'est pas la première fois que la France a été condamnée sous le précédent gouvernement. Vous connaissez la loi GEC, qui impose un certain nombre de critères intéressants pour les industriels de traçabilité. 2 décrets publiés par la France sur la loi GEC ont été censurés purement et simplement il y a à peu près 5 mois par l'Union européenne. Donc la France, en persistant sur Ecobalise, risque la censure de l'Union européenne. Merci beaucoup Christophe Girardier, c'était passionnant. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.